Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va mettre à jour l'analyse quantitative du groupe Vicat suite à la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'action. Bon, depuis 2022 on a rebondi fortement, on a plus que doublé, on a presque triplé. Est-ce que c'est encore le moment de s'intéresser à cette entreprise? On va regarder ça. Si on zoome un petit peu, donc là vous avez le cours à lundi, mardi il y a eu le dividende qui a été détaché, et le cours a baissé un petit peu, donc on aura l'impact sur le prix seulement demain, le 30 avril. Regardons maintenant le chiffre d'affaires. Alors, évidemment on n'a pas encore la publication, alors si on se met en quarter, ce que fait l'outil ici, c'est pas bon, hein, il prend la publication semestrielle et il divise par 2. Donc on n'avait pas ça au premier trimestre 2024, on avait un peu moins. Si on va directement sur le communiqué de presse, on voit qu'on a fait 886 millions de chiffre d'affaires, en publié ça fait moins 2,7%. Et on dit qu'on a fait 911 au 31 mars 2024. Donc si on se met en 12 mois glissants, qu'on transforme la donnée pour avoir un glissement annuel, donc là on voit que la décroissance empire un petit peu par rapport au dernier trimestre 2024. Donc on serait à peu près vers là. Bon, chiffre d'affaires, c'est une activité qui est cyclique, donc on a une forte hausse jusqu'à décembre 2022, et ensuite on décélère, et pourtant ce qu'on va voir c'est que l'EBITDA n'a fait que monter sur la période, donc on a monté les marges évidemment. Un peu d'acquisition à signaler sur Vicat, quand même, c'est une bonne partie c'est 20% de la market cap, donc c'est pas négligeable. Le groupe, qui est quand même sur une activité très mature, notamment en Europe, fait de la croissance externe pour stimuler sa croissance, et ça c'est très bien si cette croissance externe est bien réalisée, bien exécutée. Mais les cimenteries, il n'y a pas besoin forcément de synergie, parce que chaque cimenterie est plutôt indépendante, donc au final on rachète d'autres unités, mais on les consolide dans les comptes sans qu'il y ait de rapprochement en termes d'équipe, etc. Alors, on va aller regarder les taux de marge. Alors attention que ce qu'on voit ici dans l'agrégateur, c'est pas forcément la même façon de calculer que le groupe. Donc, ce que nous dit l'entreprise, c'est qu'il vise un taux de marge d'EBITDA au moyen terme, donc jusqu'à 2027, aux alentours de 20%. On avait, alors sur la dernière publication, on était d'après ce que calcule le groupe, plutôt entre 19 et 20%, donc on vise à augmenter un peu la marge d'EBITDA, ça c'est bien. Ce qu'on voit en tout cas ici, peu importe comment on calcule Coifin, tant qu'ils sont cohérents avec leurs calculs sur la durée, on peut quand même juger l'évaluation des marges. Ce qu'on voit, c'est que c'est relativement stable. On n'a pas de hausse. On a rattrapé la forte baisse de 2022, quand on a eu un effet inflationniste sur les matières premières. Bon, ça se rattrape. On augmente aussi les marges sur le taux de marge d'EBITDA, on vise à ce qu'il augmente, donc ça c'est bien, on arrive à optimiser les opérations. Pour les optimiser, en fait, on compte surtout, qui va aussi booster la marge d'EBITDA, ça va être la baisse des coûts de l'énergie. Ça aidera aussi le groupe, puisque les cimenteries sont très consommatrices en énergie. Taux de marge net, on est quasiment au plus haut depuis 10 ans, donc ça c'est excellent, et c'est bien aidé par le désendettement du groupe. Dans le communiqué, le groupe nous dit qu'il vise 1,3 fois la dette nette sur EBITDA à fin 2025, et 1 fois en 2027. Donc ça fait baisser évidemment les charges financières, et donc ça fait monter le résultat net, puisque vous avez moins de charges sur le résultat financier. Donc très bien. Vicat, c'est excellemment géré, depuis le temps que je suis le groupe sur la chaîne, à chaque fois le management délivre ce qu'il promet, et c'est excellent. On regarde maintenant la conversion des bénéfices nets en free cash flow. On est à peu près équivalent, donc ça c'est pas mal, il manque peut-être moins de 400 millions. Donc d'où est-ce que ça vient? On a le BFR, ça varie pas beaucoup, c'est un petit peu quand même, mais bon, ça varie favorablement pour le groupe. Dépenses en capital, c'est ici. Alors, elles ont quand même en cumulé dépassé les dépréciations amortissements depuis 2021. Donc ça veut dire qu'on continue à investir dans la croissance organique. Et on fait les dépenses en capital nécessaires pour les dépenses de maintien, et on fait de la dépense d'expansion également. Donc par exemple, ils ont ouvert un four au Sénégal. Donc très bien. Mais ça impacte évidemment les free cash flow. Mais rien à dire, si on dépense pour faire la croissance future, c'est très bon.
Est-ce qu'il y a des other non-cash items? Il y en a pour 1 milliard, donc il faut aller dans le tableau de flux trésorerie pour savoir de quoi il s'agit. Finalement, bon an mal an, ça se compense quelque peu, hein. Donc il manque quand même, je pense, un élément, hein, pour retrouver l'essentiel du différentiel ici. Si vous voulez en savoir plus, direction les tableaux de flux de trésorerie. On pourra valoriser l'entreprise avec les free cash flow s'il n'y a pas de dette, mais on sait déjà qu'il y aura de la dette, et moi je préfère valoriser l'entreprise avec la valeur d'entreprise sur EBITDA. Bon, continuons sur le rendement des capitaux investis. Voilà, 5%. Hein. Ce sont des business qui sont très intensifs en capital, donc la rentabilité opérationnelle, eh bien, elle est pas extraordinaire. On est au-delà de la médiane, toutefois, donc ça c'est bien. La croissance organique, elle est nulle. Hein. On va pas, enfin sur les cimenteries, il y a quasiment pas de croissance organique, sauf sur les pays émergents. Mais on peut du coup avoir une rentabilité, on va dire plutôt moyenne, et ça sera suffisant pour autofinancer l'activité, puisqu'il n'y a pas beaucoup de croissance. Donc si on regarde, hein, on a vu, hein, la croissance en médiane, elle est pas extraordinaire, elle est à 4%. Donc on est au-dessus en termes de rendement des capitaux investis, c'est pas mal, c'est pas si mal. Ça permet de dégager du cash, qui va pouvoir servir à rembourser la dette, rémunérer l'actionnaire et faire des acquisitions. Donc c'est pas mal. Ensuite, l'endettement du groupe. On nous a dit, donc là on voit qu'on fait 1,250 milliard de dettes pour l'instant. Ça baisse, hein, depuis quelques années, donc le management tient sa promesse. On est endetté à moins de 2 fois l'EBITDA maintenant. Et ce que nous dit le management, c'est qu'on vise à être... alors, eux, l'EBITDA qui est calculé par le groupe, il n'est pas à ce niveau-là en fait. Hein. Eux, ils ont un EBITDA qui est calculé, qui calcule à 783 millions pour 2024. Donc en fait, on est plutôt par là. Et en plus, ce qu'on va viser, c'est être endetté plus qu'à 1,3 fois l'EBITDA, donc ça ferait à peu près 1 milliard de dettes, hein, donc par là. Voilà, bon, très bien, ça se désendette tranquillement. On a les free cash flow aussi, on a endetté à 4 fois les free cash flow, donc c'est très soutenable, la dette elle va baisser sans problème, je ne me fais pas de soucis sur la trajectoire de désendettement. On regarde la rémunération d'actionnaire qui est quand même intéressante, hein, sur l'ICA. Vous prenez le dividende, donc 102 millions versés sur 2024, sur une market cap bon, à l'époque c'était 2 milliards. Hein. Donc vous avez un rendement d'actionnaire à 4,3%, avec un petit peu de dilution, donc le dividende doit être à 4,5. On va faire 2 euros de dividende. Enfin, le dividende a été détaché ce jour d'ailleurs, le mardi 29 avril. On cote 50 euros, donc ça vous fait quand même un rendement sympathique, hein, de 4%, voilà, c'est toujours ça de prix. On peut le maintenir, hein, ce dividende sans problème, il pourrait même l'augmenter un petit peu. On est à 356 millions de free cash flow et en versant 100 millions, donc un tiers en dividende, moins d'un tiers. Donc ils sont même pas ultra généreux, hein, sur le dividende, et malgré ça on a un rendement qui est quand même attractif. Ils pourraient toutefois racheter un peu des actions. Maintenant je comprends qu'ils disent que l'action n'est pas forcément très liquide, donc s'ils se mettent à racheter des actions pour diminuer le flottant, donc à annuler les actions, l'action sera moins liquide. Donc, alors potentiellement ils devraient augmenter le dividende. À suivre. On va valoriser l'entreprise maintenant. Alors, on va faire selon ce que nous dit l'outil. Donc, si vous prenez la médiane de valeur d'entreprise sur 10 ans, on serait à 6. À l'heure actuelle, on aurait une décote de 10%, puisqu'on a 5,4 d'après ce que calcule l'agrégateur. Si vous dites que le profil a changé, et que maintenant on fait de l'ESG, et que donc on déprécie un peu les activités fortement émettrices en CO2, comme les cimenteries, prenons un multiple sur 5 ans. Là, on est dessus au cours actuel. Toutefois, bon, premier point. En absolu, c'est ridicule. 5,4 fois la valeur d'entreprise sur EBITDA, c'est pas du tout cher payé. Si vous prenez la cible d'EBITDA que donne le management, ils disent qu'ils visent pour 2025 une croissance, une croissance de l'EBITDA en low single digit. Ça veut dire, si on traduit, entre 0 et 5%. Et quand on fait des prévisions, les analystes en général, ils prennent le point médian, ça nous donne 2,5% de progression de l'EBITDA. Donc on prend ça comme hypothèse. Ça nous fait 803 millions à la louche d'EBITDA. On nous dit qu'ils visent une dette à 1,3 fois l'EBITDA fin 2025. Donc avec ça, on peut calculer, avec ces hypothèses, une valeur d'entreprise. Avec la market cap actuelle, on va prendre 2,3 milliards de market cap le cours a un peu baissé et en plus il y a eu le dividende aujourd'hui. Donc avec l'endettement qu'on a calculé, 1 milliard
40. Allez, arrondissons à 1 milliard. On prend la market cap à 2 milliards 3. Ça nous fait une valeur d'entreprise de 3,3 milliards. Vous prenez l'EBITDA avec l'hypothèse de 2,5% de croissance, ça nous donne 800 millions d'EBITDA à peu près. Vous faites 3,3 divisé par 800 millions, ça nous donne à la louche, parce qu'il n'y a pas besoin d'être trop précis non plus, 4 fois la valeur d'entreprise sur l'EBITDA. Maintenant ici, le calcul qui est fait par Coifin, il inclut leur façon de calculer l'EBITDA, donc c'est pour ça que c'est un peu plus, le multiple est un peu plus élevé. Enfin, le multiple est plus élevé parce qu'il calcule un EBITDA plus faible. Moi, je calcule un EBITDA, on va dire, à 800 millions fin 2025, 3,3 fois la valeur d'entreprise, ça nous donne un multiple à 4 fois. 4 fois, c'est vraiment, vraiment très bas. Donc, je pense qu'on peut encore aller progresser vers mon objectif de cours. Donc, moi, j'ai un PRU qui doit être aux alentours de 23. Donc, moi, je vise une première prise de bénéfice à 55, tout en me laissant porter par la suite. Donc là, j'ai déjà un ordre de vente à 55. Puis ensuite, je vais me laisser porter si j'arrive à avoir un meilleur prix de sortie. Et ça m'aura fait sur l'espace de quelques années. Alors il faut que je retrouve le moment où je suis rentré sur Vicam, il me semble que c'était en 2023. Et après, j'ai renforcé un petit peu. En l'espace de 3 ans, on va dire, ça me fera un multi-buyer, ça fera un buyer, quoi, c'est-à-dire un multiple de 2. Voilà, sur une activité pépère, cyclique. Donc il n'y a pas besoin d'entrer sur des actions spéculatives forte croissance pour faire des multiples. Il faut, à mon avis, en stock picking, plutôt se concentrer sur de la value et surtout se concentrer sur les entreprises décotées, mais pas raisonnablement décotées, décotées par le marché alors que l'activité est qualitative et que le management est qualitatif. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.